Bonjour tout le monde. Donc je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation et un peu particulièrement le laboratoire Sanofi qui me donne cette opportunité de partager avec vous une des pathologies hématologiques de plus en plus fréquentes qui est le myélome multiple et vous parler un petit peu de l'approche thérapeutique. Donc quand on parle de myélome multiple, il y a le terme myélome qui veut dire moelle osseuse et multiple parce qu'il y a une atteinte de plusieurs os à la fois, de plusieurs os à la fois. Ça crée ce qu'on appelle le myélome multiple qui en fait une pathologie avant tout osseuse. Et c'est une hémopathie maligne, donc c'est un cancer du sang, qui est caractérisé par une prolifération d'un plasmocyte monoclonal. Donc un groupe de plasmocytes qui ont les mêmes caractéristiques et qui ont pour conséquence la fabrication du même immunoglobuline monoclonale et c'est regroupé dans ce qu'on appelle les gammapathies monoclonales malignes. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie du sujet âgé, même si la pathologie peut commencer à partir de 30 ans, mais il y a une évolution progressive et le premier facteur de risque, c'est l'âge, avec un pic de fréquence qui est autour de 70 ans. Une légère prédominance masculine avec une incidence qui est très variable. Et en effet, dans les pays dits développés ou les pays industrialisés, l'incidence est élevée. Et ceci est pratiquement en rapport avant tout avec le vieillissement de la population, entre autres. Dans les pays, par exemple, du sud-est asiatique, en Asie, l'incidence est beaucoup moins importante et on pense que c'est à cause également du régime alimentaire. Qu'en est-il en Algérie? En fait, en Algérie, nous avons ce qu'on appelle un registre algérien de myélome multiple. Et en 2015, donc l'âge moyen en Algérie était 63 ans. Plus de 50% des malades avaient moins de 65 ans, c'est très important, et avec une incidence d'1,7. Entre 2017 et 2021, cette incidence est montée à 3 à 2,90, donc on est en ascension, et avec une moyenne d'âge de 71 ans, et 53% des malades ont moins de 65 ans, et c'est important de retenir le chiffre de 65 ans, l'âge de 65 ans. Pourquoi il y a eu cette montée, cette incidence qui monte? On pense que c'est en rapport d'une part avec un accès au diagnostic, oui, on peut faire de plus en plus de diagnostics, mais également avec la pyramide des âges qui change en Algérie et on a de plus en plus un vieillissement de la population qui est progressif et dans quelques décades qui suivent, on va avoir les statistiques pratiquement des pays occidentaux avec le vieillissement de la population. Sur le plan physiopathologique, en fait, la maladie découle de deux facteurs. Donc, un, c'est cette prolifération plasmocytaire, ces plasmocytes anormaux pathologiques qui prolifèrent, et l'immunoglobuline monoclonale qui est synthétisée. C'est soit une immunoglobuline complète, soit des chaînes légères qui vont être soit kappa, soit lambda. Et ces plasmocytes, on va les retrouver au niveau de la moelle osseuse, et l'immunoglobuline monoclonale, on va la retrouver au niveau du sang, donc du sang périphérique, et les chaînes légères, ils vont être filtrées par le rein, et on va les retrouver au niveau des urines. Sur le plan, donc en fait la clinique va découler de la physiopathologie. Donc il y a une prolifération monoclonale plasmocytaire qui aura pour conséquence une désrégulation du système RONC, c'est-à-dire que ça va entraîner une résorption osseuse. Donc ça va entraîner une destruction osseuse, une déminéralisation osseuse, des fractures pathologiques, des douleurs osseuses et qui est le signe avant-coureur, donc c'est le maître symptôme de la maladie. Donc c'est l'atteinte osseuse. Et comme corollaire, on peut avoir une hypercalcémie puisqu'il va y avoir un effritement de l'os et une résorption osseuse avec une calcémie, du calcium qui passe au niveau du sang. La deuxième conséquence, c'est la diminution de l'hématopoïésie, particulièrement de l'anémie, parce qu'il va y avoir une infiltration au niveau de la moelle qui va étouffer la moelle, donc ça va entraîner en particulier une anémie. L'autre conséquence, c'est la dépression de tout ce qui est clones normaux. Donc on va avoir un déficit immunitaire avec une hypogammaglobulinémie et enfin les signes en rapport avec l'immunoglobuline monoclonale, soit elle-même, ça va donner une hyperparaprotidémie, une hyperviscosité sanguine, une VS qui est très accélérée, mais surtout la néphrotoxicité des chaînes légères qui passent au niveau des urines et on va voir comment ça se passe. Donc sur le plan clinique, la maladie est avant tout osseuse et ça atteint surtout les os plats et les os courts, c'est-à-dire les os où il y a une hématopoïèse active, particulièrement l'atteinte vertébrale, l'atteinte costale, le crâne, les épaules, le bassin et la métaphyse des os longs. Et comme conséquence également, on peut avoir dans certains cas une release du calcium au niveau du sang, on peut avoir une hypercalcémie. Pourquoi il y a cette résorption osseuse? Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre de l'osteosynthèse et l'osteodestruction qui est à l'état normal. Il y a un parfait équilibre entre les deux. Quand il y a une infiltration plasmocytaire maligne, il va y avoir une activation des osteoclastes et une diminution des ostéoblastes et ça va entraîner une lyse osseuse, une destruction osseuse. Oh, pardon.
comment on fait? Oui. Donc, comment ça va se manifester? Cliniquement, ça va être essentiellement des douleurs osseuses atroces, donc insomniantes. Sur le plan radiologique, on peut avoir une décalcification osseuse diffuse, des géodes au niveau des os et des géodes à l'emporte-pièce, ce qu'on voit en particulier au niveau du crâne, au niveau du bassin par exemple, et même des risques de fractures pathologiques, c'est-à-dire des fractures pour des traumatismes qui sont minimes. L'atteinte, une des atteintes les plus importantes, c'est l'atteinte vertébrale. Et dans l'atteinte vertébrale, donc il y a le corps vertébral qui est touché, on peut avoir des tassements vertébraux et on peut avoir même une coulée myélomateuse qui va entraîner une compression médulaire. C'est une véritable urgence médicale. Et de ce fait, l'IRM du rachis est actuellement de plus en plus considéré comme un examen indispensable, incontournable dans l'évaluation du myélome multiple. Deuxième signe qu'on peut avoir, c'est l'hypercalcémie, qui est la conséquence de cette résorption osseuse, donc, et qui représente une urgence vitale, parce que ça peut entraîner une mort subite. Donc souvent, elle peut être asymptomatique et de découverte fortuite, mais également, il y a des signes généraux, en particulier l'asthénie, du fait de l'hypophosphorémie, qui est indispensable à l'ATP, donc on va avoir une fatigabilité importante, une polyuropolydipsie, des signes digestifs, des signes neuropsychiques, ça peut aller jusqu'au coma, et des signes cardiovasculaires. On peut avoir également une néphrotoxicité et le décès peut être en rapport avec un trouble du rythme cardiaque. Maintenant, la calcémie, elle doit être corrigée obligatoirement quand il y a une hypoalbuminémie associée selon la formule calcémie plus 40 moins l'albumine retrouvée. Le troisième signe, c'est la néphrotoxicité de la maladie. En fait, c'est ces chaînes légères qui passent à partir du glomérule et qui vont se déposer au niveau du tubule distal. Du fait de la déshydratation et de l'acidose, ça peut entraîner une nécrose tubulaire. Donc l'insuffisance rénale, initialement, elle peut être aiguë, mais elle peut devenir définitive du fait de la nécrose tubulaire. Elle est retrouvée dans 20 à 50% au moment du diagnostic. Elle peut être même révélatrice de la maladie, mais elle peut également apparaître au cours du traitement et qu'elle peut nécessiter même une dialyse, surtout au début du traitement. Donc elle peut être réversible si elle est prise en charge rapidement. D'autres facteurs peuvent se surajouter, en particulier l'hypercalcémie, donc il y a un dépôt du calcium au niveau du rein, donc ça peut entraîner également une insuffisance rénale, la déshydratation cellulaire, les infections et même la néphrotoxicité des médicaments qu'on peut donner. L'autre signe, c'est l'anémie. L'anémie est à la fois conséquence de l'infiltrat plasmocytaire, donc il y a une perte d'espace médulaire, donc ça va entraîner une anémie, mais également avec un déficit ou une synthèse inadéquate de l'érythropoïétine endogène et ça devient un rationnel d'utilisation, ce qu'on appelle les agents stimulants d'érythropoïèse, c'est-à-dire les érythropoïétines recombinantes dans le traitement de l'anémie. L'autre signe qu'on peut avoir également, ce sont les infections liées à la dépression des autres clones normaux avec des infections bactériennes, virales et fongiques invasives, et ce risque est aggravé également par la neutropénie engendrée par le traitement et également la corticothérapie. Donc ces signes peuvent être absents, on peut ne pas trouver, on va voir ce qu'on appelle le smoldering myélome, le myélome multiple, mais il peut être présent, on peut avoir 1, 2 ou 3 ou tous les signes à la fois en fonction de l'agressivité de la maladie et à des formes particulièrement graves. Donc, quand on regroupe ce qu'on vient de dire, on a parlé de C comme hypercalcémie, R comme atteinte rénale, A comme anémie et B, bone marrow, c'est-à-dire l'atteinte osseuse. Si on regroupe ça, ça donne ce qu'on appelle l'acronyme le CRAB, les signes de CRAB, qui est un signe qui marque l'évolutivité de la maladie. Donc, c'est le myélome, il devient symptomatique, mais également il peut être considéré comme un signe de diagnostic. Donc, un signe diagnostique. Ainsi, donc, on peut poser le diagnostic du myélome multiple quand on a au moins un de ces signes de CRAB, c'est-à-dire soit une hypercalcémie, une insuffisance rénale, anémie ou atteinte osseuse, et une plasmocytose médulaire qui dépasse 10%. Donc, quand vous avez devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut demander? On demande généralement une électrophorèse des protéines sériques, un dosage pondéral des immunoglobulines qu'on va retrouver, une immunofixation avant pour typer ce type d'immunoglobulines, est-ce que c'est une IgG, une IgA ou une protéine des 24 heures, et rechercher les chaînes légères libres au niveau sérique, ce qu'on appelait la protéine de Benz-Jones. Donc rechercher, pourquoi? Parce qu'il y a leur taux, leur seuil est un critère diagnostique, mais également il est révélateur d'une atteinte rénale. Donc il y a une atteinte rénale du fait de ce dépôt de tubules au niveau des tubules rénaux.
Donc, quand demandez une électrophorèse des protéines sériques, donc votre pratique courante, surtout quand il y a un sujet âgé qui a une altération de l'état général, il y a des lombalgies, des douleurs donc vertébrales, quand il y a des lésions ostéolytiques, il y a une ostéoporose, en même temps, s'il y a un syndrome tumoral, une hyperviscosité, ça vous oriente plutôt vers une maladie de Van Lindstrom. Mais également quand vous avez une VS très accélérée. Donc vous devez demander une hypercalcémie inexpliquée, une anémie inexpliquée, surtout sujet âgé, une insuffisance rénale inexpliquée qui n'est pas expliquée par un diabète, une hypertension, donc là, et quand il y a une hyperprotéinémie. Là, vous devez demander une électrophorèse des protéines. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Vous pouvez retrouver ce qu'on a à droite. On peut trouver donc un pic monoclonal à base étroite, et là, ça vous oriente vers une gammapathie monoclonale. S'il y a des signes osseux, donc on est dans le myélome réellement, il faut confirmer. Donc là, il faut après demander une immunofixation. L'immunofixation, c'est pour déterminer le type d'immunoglobuline, parce qu'à l'électrophorèse, on n'a pas le type d'immunoglobuline. Et ça va être une IgG dans 60% des cas, une IgA dans 15% des cas. On peut avoir des chaînes légères, ou kappa, ou lambda, et très exceptionnellement, une immunoglobuline D qui est exceptionnelle. Mais c'est important de le faire, donc de rechercher ce qu'on appelle les chaînes légères ou les free light. Les free light, donc c'est des chaînes légères, kappa ou lambda, qui normalement sont assez équilibrés, donc le rapport kappa-lambda est assez équilibré. Donc dans le myélome à chaîne légère, on peut trouver dans le sérum, mais surtout au niveau des urines, et donc ce qu'on appelle le myélome à chaîne légère, qu'on va reprendre après. Donc il faut ensuite calculer ce qu'on appelle le rapport kappa-lambda. S'il est très élevé ou très bas, c'est qu'on est réellement dans une dysglobulinémie, et dans le myélome multiple en particulier. Juste après, le spécialiste va faire une ponction de moelle, et quand il fait une ponction de moelle, il donne ce qu'on appelle le médulogramme. Et là, on retrouve une infiltration plasmocytaire faite de plasmocytes atypiques. Quand c'est supérieur à 10%, on est dans le myélome. Quand on est supérieur à 60%, on est certain, on n'a même pas besoin de faire une électrophorèse des protéines sériques. Une forme particulière, ce que je viens de dire, c'est le myélome à chaîne légère. Dans le myélome à chaîne légère, en fait, les chaînes légères sont filtrées. Donc on ne les retrouve souvent pas dans le sérum, on peut les retrouver, mais on les retrouve surtout au niveau des urines. Il y a un dépôt, et dans ce cas, la VS n'est pas accélérée. Donc une VS, même normale, n'élimine pas le myélome à chaîne légère, et dans ce cas, c'est l'atteinte rénale qui prédomine, et souvent ces malades, on nous les ramène de néphrologie dans un tableau d'insuffisance rénale. Une forme assez particulière, ce qu'on appelle le plasmocytome solitaire. En fait, c'est une tumeur plasmocytaire, mais elle est localisée. Son traitement est particulier parce qu'il est basé essentiellement sur la radiothérapie, mais il peut évoluer vers le myélome multiple. Donc, s'il n'est pas traité, il va y avoir une infiltration médulaire diffuse, ça devient un myélome multiple. Ensuite, il y a la leucémie à plasmocytes. En fait, c'est une phase assez avancée du myélome. Donc, les plasmocytes dans la moelle, ils passent au niveau du sang périphérique, et ça donne une leucémie à plasmocytes qui est très délétère, et elle marque généralement la phase finale de la maladie. Donc pour vous, les examens d'orientation, donc si vous avez une symptomatologie clinique, voire radiologique, le premier examen c'est l'hémogramme. La formule, elle peut retrouver une anémie modérée, parfois elle est sévère, normocytaire généralement, et quand on voit le frottis sanguin, vous voyez ces globules rouges empilés, ce qu'on appelle le phénomène de rouleau. La VS est souvent très accélérée, supérieure à 100 mm la première heure, mais il faut savoir que dans le myélome à chaîne légère, et il y a une forme très particulière, le myélome non sécrétant, elle n'est pas accélérée. Quand il y a une hyperparaprotéidémie, et là vous demandez une électrophorèse des protéines sériques, souvent vous allez retrouver un pic monoclonal, comme vous pouvez retrouver une hypogammaglobulinémie. S'il y a une hypogammaglobulinémie, c'est plutôt un myélome à chaîne légère. Ensuite, les examens de confirmation, c'est l'immunoélectrophorèse et l'immunofixation qui va déterminer le type au niveau sérique et au niveau urinaire, et le médulogramme, c'est-à-dire on fait une ponction de moelle et on retrouve une infiltration plasmocytaire qui est supérieure ou égale à 10%. On va compléter le bilan après par la calcémie, la fonction rénale et le bilan, ce qu'on appelle le bilan pronostique, c'est-à-dire doser au moins l'albumine, le taux de LDH, la bêta-2-microglobuline et faire la cytogénétique. Et le bilan radiologique, bien sûr, doit comporter un bilan standard, mais un des examens clés qu'on demande, c'est l'IRM du rachis, parce que dans l'IRM du rachis, on peut avoir un infiltrat et on peut avoir une compression médulaire qu'il faut lever, parce que sinon ça va donner une paraplégie définitive. Donc, quand on a un myélome symptomatique, ce qu'on vient de dire, on ne sait jamais quand est-ce qu'il a commencé. Parce qu'en fait, il peut commencer par ce qu'on appelle le MGUS. Le MGUS, c'est-à-dire qu'il y a une immunoglobuline monoclonale sans signification.
Dans votre pratique, vous pouvez demander une électrophorèse des protéines, vous allez trouver un pic monoclonal 5 grammes, 6 grammes, 10 grammes. Et par ailleurs, il n'y a pas de signe de crabe. Il n'y a ni atteinte rénale, ni anémie, ni atteinte osseuse. Et là, ce qu'on appelle le MGUS. Ces gens-là, ils sont sains, mais en fait, il faut les surveiller. Ça peut évoluer après, dans 1% par an, ça évolue vers le myélome. Donc, dans le myélome, c'est plus de 10% de plasmocytose et plus de 30 grammes d'immunoglobuline. Et il dit c'est asymptomatique, donc c'est un smoldering myélome. Et quand il y a des signes dont on a parlé, c'est qu'on est dans le myélome symptomatique et qu'il faut traiter très rapidement. Donc ça, c'est pour le smoldering myélome. Maintenant, une fois le diagnostic fait, on fait une classification. La classification la plus ancienne pour les plus anciens, c'est la classification de Salmon-Eduri, qui est actuellement abandonnée au profit de ce qu'on appelle la classification de l'ISS, qui évalue la masse tumorale, comme vous voyez, donc cette masse tumorale, et surtout maintenant la cytogénétique, c'est-à-dire rechercher les anomalies karyotypiques du myélome. Et ces anomalies, on les recherche par le karyotype conventionnel, mais surtout par la fiche. Et là, vous voyez, ça va nous donner des groupes de risques. On peut avoir un faible risque, dans 20% des cas, c'est des malades qui vivent plus de 10 ans. On peut avoir le risque standard qui survivent jusqu'à 7 ans. Et on peut avoir des risques élevés, et ceux-là, c'est des malades qui ont un risque cytogénétique important et pour lesquels la mortalité est très élevée. Donc, dans 20% des malades sont en fait des malades de très haut risque, pour lesquels, surtout quand il y a la délaissance d'I7P. Donc, les approches thérapeutiques, vous voyez qu'à partir des années 2000, la courbe de survie a complètement changé du fait de l'introduction de nouvelles thérapies, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Et l'objectif du traitement, c'est pas de guérir les malades, c'est des maladies incurables. En fait, l'objectif, c'est d'obtenir une bonne réponse, une rémission complète, voire une rémission stringente, tout en maintenant une qualité de vie du malade. Donc, pour vous, le traitement symptomatique, vous devez connaître, on traite l'anémie par la transfusion, par les agents stimulants, par les hydropoïétines. Une insuffisance rénale, il faut réhydrater le malade, hydrater le malade, donc une hémodialysée parfois indiquée. L'hypercalcémie également, il faut la traiter par la réhydratation, et traiter la réhydratation et les biphosphonates. Un mot particulier sur les biphosphonates, en fait, c'est des agents qui renforcent en fait la solidité osseuse. En fait, ils bloquent l'ostéoclastose, et donc ils sont d'une extrême importance dans le traitement. Il y a un autre anticorps monoclonal, c'est le denosumab, qui également agit sur l'atteinte osseuse. Il reste un peu de temps. Donc, les traitements antérieurs, c'était la chimiothérapie. La chimiothérapie basée sur le melphalan, le cyclophosphamide, et il y avait des protocoles de chimiothérapie. Ces protocoles de chimiothérapie, en fait, permettaient d'obtenir des rémissions, mais des rémissions de courte durée. En fait, actuellement, il y a de nouvelles classes thérapeutiques, en particulier les immunomodulateurs, les inhibiteurs du protéasome. Je vous le dis comme ça à titre informatif. Et même des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre les CD38, qui sont très représentés sur le plasmocyte. Et ces médicaments sont regroupés donc en bithérapie, donc en 2, 3 ou 4 combinaisons thérapeutiques, des doublettes, triplettes, voire des quadruplettes, et ça permet de donner des rémissions très, très importantes et qui peuvent durer plusieurs années. Donc le traitement, il va dépendre de plusieurs facteurs, mais en particulier de l'âge et de l'état de fragilité du malade. En fait, quand on parle de l'âge, est-ce que c'est un malade est éligible à la greffe ou pas? Est-ce que le malade peut subir une greffe, une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou non? Donc un patient jeune peut subir, donc on peut donner des traitements intensifs, et un sujet âgé, généralement, on donne des traitements beaucoup plus légers. Donc pour le sujet âgé, vous voyez, c'est des protocoles soit inspirés des anciens protocoles thérapeutiques qui sont à durée fixe, soit des protocoles thérapeutiques à base de traitements innovants, en particulier dans le fameux traitement DARA qui est associé à un anticorps monoclonal, le Revlimid et le dexaméthasone. Pour les sujets les plus jeunes, plutôt il y a une induction suivie d'une intensification autogreffe, ensuite une consolidation, puis une maintenance thérapie. Et avec ces traitements, les malades vivent 7, 10, voire 12 ans, alors qu'autrefois, ils ne vivaient à peine 2 ans. Donc, le traitement, en fait, quel que soit le traitement qu'on donne, c'est une maladie qui reste incurable. Et l'objectif, c'est d'obtenir un plateau de rémission. Mais quelle que soit la durée de ce plateau, le malade va finir par rechuter. Et toutes les rechutes sont de plus en plus difficiles à traiter et des rémissions de courte durée.
pour arriver après première, deuxième, troisième ligne thérapeutique à un état réfractaire et à un état terminal. En conclusion, donc, le myélome multiple est une affection de plus en plus fréquente, du fait même en Algérie, du fait du vieillissement de la population, mais également on a de plus en plus accès au diagnostic. Il y a un intérêt à faire un diagnostic précoce pour éviter des complications irréversibles, voire même le décès du malade. Les traitements innovants ont révolutionné la prise en charge thérapeutique et le pronostic de la maladie, et ces traitements innovants sont de plus en plus accessibles en Algérie, et même l'autogreffe de cellules, je termine dans 2 mots, donc est faisable en Algérie, puisqu'il y a 9 centres opérationnels qui peuvent faire des autogreffes. Et enfin, l'examen cytogénétique, par contre, il est très limité. Il y a un seul centre en Algérie, c'est celui de Blida, qui est le seul centre à faire de la cytogénétique hématologique. Et je vous remercie.